Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Tradition respectée, de nombreux pays à travers le monde célèbrent ce 3 mai la Journée internationale de la presse. Reporters sans frontières indique que la liberté de la presse est en recul. Nous évoquerons également dans ce journal la visite d'Angela Merkel en Afrique. Hier au Niger, la chancelière allemande a parlé sécurité et immigration. L'Afrique, une attraction pour les investisseurs étrangers. De plus en plus de grandes puissances économiques s'intéressent au continent, comme nous le verrons dans un instant. Bonsoir à tous. Voilà pour le sommaire. La tradition a encore été respectée cette année. La Journée internationale de la liberté de la presse est célébrée ce 3 mai. Dans plusieurs pays, les journalistes sont de plus en plus menacés dans l'exercice de leur profession. Dans son rapport annuel, Reporters sans frontières affirme que la liberté de la presse a connu un recul, notamment avec une hausse des agressions physiques contre les journalistes. Un récit de Jesus Aimé Oni. Le reportage est d'Abdourahmane Dia. Des journalistes à travers le monde sont ciblés par des régimes autoritaires qui essaient d'accroître le contrôle des médias. Reporters sans frontières dit que le climat de peur a porté un coup dur à la liberté de la presse dans le monde, y compris en Amérique. Ce sont vraiment les journalistes qui, en premier lieu, tiennent le gouvernement responsable et sont garants de la transparence. Que ce soit les droits des personnes, comment l'argent du contribuable est dépensé. Et sans les journalistes, les gouvernements peuvent restreindre ces droits. Conséquence, la corruption prospère. Cyberattaques, arrestations et enlèvements sont quelques-unes des tactiques utilisées pour intimider les journalistes. Certains sont même assassinés. La Chine, la Corée du Nord et l'Érythrée sont parmi les pays les plus dangereux pour les professionnels des médias. La note des États-Unis a baissé de 3 points selon le rapport de Reporters sans frontières. N'empêche, les journalistes aux États-Unis sont mieux protégés par la loi que beaucoup de leurs confrères ailleurs dans le monde. Ce qui nous différencie avec beaucoup d'autres pays, c'est que l'état de droit est une réalité et il est respecté la plupart du temps. Et cela fait une grande différence. Par exemple, même si la Voix de l'Amérique est financée par le gouvernement, nous avons des lois qui nous séparent de ce gouvernement. Nous sommes une voix réellement indépendante. Aux Philippines, les menaces répétées contre les médias par le président Rodrigo Duterte ont contribué à créer un climat d'hostilité dans un pays autrefois considéré comme ayant l'une des presses les plus libres en Asie. En Afrique, le rapport estime que la situation s'est légèrement améliorée, mais reste très contrastée. Les journalistes y sont encore victimes d'intimidation, d'agression ou d'arrestation. Et pour parler de cette actualité et surtout de l'état de la presse dans le monde et en Afrique en particulier, accueillons au téléphone Hassan Diagne. Il est directeur du bureau Afrique de l'Ouest de Reporters sans frontières. Bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir. Alors, Reporters sans frontières, l'organisation pour laquelle vous travaillez, et on l'a suivi tout à l'heure, fait savoir qu'il y a un recul de la liberté de la presse dans le monde. Qu'est-ce que vous entendez par recul et quels sont les pays africains où ce recul est accentué? Nous entendons par ce recul le fait qu'au cours de l'année, nous avons enregistré beaucoup d'exactions sur les journalistes. Beaucoup d'exactions ont été exercées contre beaucoup de journalistes dans beaucoup de pays d'Afrique. Les cadres législatifs aussi ne sont pas faits d'une manière qui puisse encadrer, protéger les journalistes, contrairement à ce que vous venez de dire tout à l'heure aux États-Unis, ou même si un organe de presse comme la Voix de l'Amérique, bien que financé par le gouvernement des États-Unis, permettent
offre à ces journalistes un cadre qui leur permette d'avoir de l'indépendance pour pouvoir travailler correctement. Alors, et les pays qui sont le plus touchés en Afrique, ce sont lesquels? Les pays qui sont le plus touchés en Afrique, malheureusement, c'est des pays qui sont en conflit, notamment les pays de l'Afrique de l'Est. C'est l'Érythrée, c'est le Soudan, c'est l'Érythrée, le Soudan, et les pays de la Corne de l'Afrique de manière générale. Tout à fait, des pays comme Djibouti aussi. Alors parlons Tout à fait. Parlons des conditions de travail des journalistes. Précisément, parlons des salaires des journalistes. Ils ne sont généralement pas bien payés. Est-ce que cela ne fragilise pas la condition et même le travail des journalistes? Absolument. Non seulement cela fragilise les journalistes qui sont très mal payés dans beaucoup d'organes de presse, mais cela aussi remet en cause l'indépendance. Parce que nous, l'indépendance à Reporters sans frontières, nous ne l'analysons pas seulement vis-à-vis du pouvoir politique. L'indépendance aussi s'analyse par rapport au pouvoir économique. Et on se rend compte que dans beaucoup de pays d'Afrique, les entreprises de presse, si elles ne dépendent pas de l'État, dépendent en grande partie du pouvoir économique qui impacte d'une manière ou d'une autre sur le contenu éditorial de ces organes de presse. Alors, Internet et les médias non traditionnels sont de plus en plus utilisés comme moyen d'information. Est-ce que cela change quelque chose dans votre mission lorsque, par exemple, un blogueur qui n'est pas journaliste est arrêté? En tout cas, nous, à Reporters sans frontières, nous ne faisons pas, en tout cas dans la mission de promotion et de protection du journalisme, nous ne faisons pas de différence entre le journaliste qui travaille pour un média traditionnel ou le blogueur. Nous défendons tout le monde. Même le chauffeur, l'agent administratif qui travaille dans un organe de presse, s'il est attaqué, nous prenons sa défense parce qu'il contribue d'une manière ou d'une autre à l'accomplissement de vos missions. Donc, Hassan Diagne, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur du bureau Afrique de l'Ouest de Reporters sans frontières. 18 civils ont été tués dans une double embuscade menée par des hommes armés à 2 jours d'intervalle dans une même commune du centre du Mali où opèrent des djihadistes. C'est ce qu'on apprend ce vendredi de sources locales et sécuritaires. 12 civils ont été tués mercredi dans la ville de Tigoula, dans la commune rurale de Mondoro. Et jeudi, 6 autres civils partis à la recherche des corps des 12 tués ont été à leur tour tués par les mêmes hommes. Le déroulement des faits et le bilan ont été confirmés par des élus locaux. Angela Merkel poursuit sa tournée en Afrique. Le Mali fait partie des étapes importantes de cette tournée. Le Mali, où plus de 850 Allemands sur les 15 000 hommes de la mission de l'ONU au Mali sont déployés pour aider à stabiliser le pays. La plupart de ces soldats sont à Gao. Madame Merkel était hier au Niger où elle a souligné l'importance de la coopération avec Niamey dans la lutte contre l'immigration illégale, dont le Niger est une plaque tournante. Le président nigérien Mahamadou Issoufou a noté à ce propos que le flux de migrants passant par le Niger a énormément baissé ces dernières années. Il est tombé entre 5 000 et 10 000 par an, contre 150 000 par an, avant les mesures prises par les autorités algériennes pour décourager l'immigration illégale. Les entretiens entre Angela Merkel et le chef de l'État nigérian ont également porté sur la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité. Berlin est déterminé à aider les pays du G5 Sahel, à savoir le Niger, le Tchad, la Mauritanie, le Mali et le Burkina Faso dans leur combat contre les djihadistes. Je vous propose de suivre une attitude d'Angela Merkel. Nous avons bien coopéré également à partir du premier entretien dans la question de réduire la migration irrégulière. Le Niger a fait beaucoup d'efforts. Nous avons assisté sous forme d'aide à l'équipement et c'était une nouvelle approche avec la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la Commission européenne. Si on veut lutter contre les
trafiquants et les passeurs. Il faut développer également des emplois pour la population nigérienne. Nous avons pris les premières mesures. Il y a des projets allemands qui ont été lancés, mais je comprends tout à fait qu'il y a une nécessité de l'élargir davantage puisqu'il faut offrir une perspective aux citoyens dans cette région. La chancelière allemande et le ministre britannique des Affaires étrangères qui effectuent des séjours séparés en Afrique cette semaine. Ces visites, les dernières d'une série de réunions de haut niveau, illustrent la volonté des pays européens à renforcer leur engagement sur le continent. Comme le rapporte Henry Ridgwell, avec la sortie prévue de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, les autres pays commencent à regarder au-delà de l'Union européenne et certains, comme la Chine et les États-Unis, renforcent leurs investissements en Afrique. Voyons cela dans ce récit d'Arzuma Compaoré. La chancelière allemande Angela Merkel est arrivée mercredi au Burkina Faso. Plus de 1000 soldats allemands sont déployés en Afrique de l'Ouest dans le cadre des missions de maintien de la paix des Nations Unies et d'entraînement de l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Du côté européen, nous ne devons plus tarder en ce qui concerne notre engagement. La visite de Merkel dans la région coïncide avec celle du secrétaire britannique aux Affaires étrangères, alors que la Grande-Bretagne s'engage dans une offensive diplomatique, ouvrant de nouvelles ambassades au Niger et au Tchad et investissant 5,2 millions de dollars dans l'enseignement de l'anglais. Tous les pays européens sont conscients de la nécessité de nouer des liens avec un continent en forte croissance économique et démographique. Et cela a un impact majeur sur les questions telles que la migration. Le président français Emmanuel Macron a signé des accords d'investissement d'une valeur de 2,2 milliards de dollars avec le Kenya lors de sa visite en Afrique de l'Est en mars dernier. La Chine est le principal investisseur et partenaire commercial de l'Afrique dans le financement des infrastructures. Les entreprises américaines représentent la plus grande source d'investissement étranger direct en Afrique et le gouvernement américain le plus grand donateur de l'aide du continent. La conseillère principale de la Maison-Blanche, Ivanka Trump, s'est rendue en Éthiopie et en Côte d'Ivoire le mois dernier dans le cadre d'un projet visant à aider 50 millions de femmes dans les pays en développement d'ici 2025. Selon des analystes, la course au renforcement des activités économiques et diplomatiques en Afrique s'accélère. De très nombreux Algériens ont de nouveau manifesté à Alger pour un 11e vendredi consécutif, le dernier avant le début du mois de jeûne musulman de Ramadan. La mobilisation reste très forte, mais le nombre des participants est en baisse en raison du temps pluvieux aujourd'hui. La principale cible des manifestants maintenant, c'est le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée. Cet homme a été pendant plus de 15 ans en soutien indéfectible d'Abdelaziz Bouteflika, qu'il a finalement lâché. Le chef d'état-major est particulièrement visé par les slogans des protestataires en raison de son soutien au processus officiel de transition. Également dans le collimateur, le président par intérim Abdelkader Benzala et le premier ministre Noureddine Bedoui, deux anciens cadres du régime Bouteflika. Et puis, en République démocratique du Congo, 18 organisations humanitaires dont Oxfam ont mis en garde ce vendredi contre la recrudescence des violences dans l'est du pays. Une recrudescence qui a contraint des milliers de personnes à fuir leur village. Ces humanitaires indiquent que les personnes forcées en déplacement se retrouvent prises au piège entre la frontière ougandaise et une région de la RDC en proie aux groupes armés, non loin de zones affectées par l'épidémie d'Ebola qui a déjà fait 994 morts selon l'OMS. 7000 de ces personnes déplacées sont actuellement hébergées dans une école primaire se trouvant à seulement 1 kilomètre de la frontière avec l'Ouganda. Selon ces ONG en RDC, plus de 13 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'après ces organisations non gouvernementales. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Faire danser la jeunesse africaine de Washington DC comme si elle était à Abidjan, c'est le pari des initiateurs du concept Baby by Night, relevé par Safarel Obiang. Et nous irons à Douala au Cameroun où les artistes ont décidé de transformer la jacinthe d'eau intrusive en œuvre d'art. Également au menu de ce journal du sport et cette suspension de Kylian Mbappé, Bagassi Koura sera là pour les détails. C'est vendredi et c'est l'heure de notre rendez-vous avec Culture Hebdo. Roger Mountou répond présent. Bonsoir Roger. Bonsoir John. Et bienvenue. On commence par le réalisateur John Singleton qui est mort. Oui, John, triste nouvelle pour les amoureux du petit écran. John Singleton est mort lundi, a indiqué sa famille. Il faisait partie avec Spike Lee d'une nouvelle génération des cinéastes noirs. Son premier film, Boys in the Hood, en 1991, avait reçu 2 nominations aux Oscars. Selon un communiqué, ses proches avaient demandé l'arrêt de ses soins. Des soins en accord avec le personnel médical. Le metteur en scène de 51 ans étant plongé dans le coma. Dans un état désespéré, il avait été victime d'une défaillance cardiaque le 17 avril, John. Voilà, paix à son âme, on va dire. Ouais. On parle maintenant de Davido. J'ai toujours envie de dire Davido, je ne sais pas pourquoi, mais c'est Davido. Anglais, ouais. Voilà, Davido qui était à Washington en tête d'affiche du festival Coming to America Music Festival. Exactement, John, un festival auquel ont participé également des rappeurs congolais et ivoiriens. Nos collègues Barbara Santos et Sims Lumami étaient présents pour nous prendre ces images. Ce fut un week-end chargé pour le chanteur nigérien-américain qui vient de finir ses 3 nouvelles chansons. Peace of Mind avec le rappeur américano-jamaïcain Sean Kingston, All I Want avec le rappeur Ross, basé à Atlanta, et Father avec le rappeur ghanéen Medical. Aussi, John Davido a fait une apparition surprise lors du mariage d'Idriss Elba au Maroc vendredi dernier, interprétant et chantant avec le marié, dansant avec le couturier Christian Louboutin, tout en présentant ses chaussures à fond rouge. Samedi, Davido avait pris son avion pour être ici à Washington, d'ici pour le festival Coming to America Music, aux côtés bien sûr de rappeurs français d'origine ivoirienne, VG Dream, et des rappeurs congolais, K-Black et NASA. Davido a récemment, John, écoute bien, promis de ne plus utiliser son téléphone jusqu'au mois prochain pour s'y concentrer sur la finition de ce nouvel album. Je ne sais pas si toi tu peux faire ça. Moi, n'essayez pas de l'appeler Roger. Et tout de suite, place à notre agenda culturel. Voilà, John, c'est tout pour Culture Hebdo ce week-end. Voilà, merci Roger. On se retrouve très prochainement. Merci. On ne quitte pas tout à fait le registre musical. Faire danser la jeunesse africaine de la région de Washington DC comme si elle était à Abidjan, la capitale ivoirienne, que certains surnomment d'ailleurs la capitale de la joie. Voilà le pari que se sont donnés les initiateurs du concept Baby by Night, dont le but était d'offrir des soirées inoubliables à la diaspora francophone d'Afrique vivant dans la région de DC. Arzuma Compaoré s'est rendu avec sa caméra à l'une de ces fameuses soirées. Si la rareté des boîtes de nuit africaines dans la région de Washington DC est un fait, celle des boîtes de nuit francophones l'est encore plus. Mais désormais, grâce au Baby by Night, entendez par là Abidjan by Night, un nouveau concept organisé tous les vendredis soirs dans une boîte de nuit de la place, la jeunesse d'Afrique francophone peut à nouveau vibrer sur des rythmes qui viennent de chez elle. Le concept de Baby by Night, c'est pour amener un mouvement
qui vraiment déménagent. On veut que nos Africains, surtout francophones, retrouvent une place où ils sentent qu'ils sont aux États-Unis, mais en Afrique. S'amuser au maximum en dansant sur des musiques africaines, se détendre, faire de nouvelles rencontres et dépenser sans compter. Au cours des soirées Baby by Night, pas le temps de penser au stress habituel de la vie d'immigré. Ici, les week-ends sont précieux, pas question de les gaspiller. Nous sommes dans un pays où c'est pas facile. Voilà, nous travaillons dur et ces moments-là nous permettent d'un peu oublier les difficultés de la vie, quoi. Et un concept comme celui-ci ne serait pas complet sans la présence de stars de la musique africaine dignes de ce nom. Aujourd'hui, c'est Safarel Obiang qui met le feu sur le podium. Fatigue, on est stressé. Les gens comme Safarel, là, quand ils viennent, là, ils nous chauffent un peu comme ça. Là, on est content, on casse un peu là-bas, là, ça passe. Et aujourd'hui, là, avec le Safarel Obiang, le coup de poing de Jésus, vraiment, il nous a épargnés. Le Safarel Obiang, il a tué, il a mangé chez il a tchétché, il a gratte à nous, il a fait tous les concepts. Des fans, des artistes qui déménagent et un lieu pour immortaliser des soirées entre amis, la recette semble toute trouvée pour garantir le succès des Baby Night. Voilà. Il a été avec nous durant toute la semaine. Bagassi Koura est là. Bonsoir et on parle des sports. Oui, bonsoir John, bonsoir à tous. En Ligue 1 française, Kylian Mbappé est suspendu pour encore 2 matchs. L'homme a déjà purgé un match de suspension pour une semelle sur le genou du Rennais Damien Da Silva, qui avait pu finir le match de finale de Coupe de France. Une procédure a été ouverte par contre Neymar pour son geste d'humeur envers un spectateur, indique ce vendredi l'instance disciplinaire de la Fédération française de football. Le cas de Neymar est plus complexe, John, puisqu'il a été provoqué par un fan de Rennes en tribune, auquel il a donné un coup léger après le match. Voilà, et en Angleterre, fin de saison pour Naby Keïta, le joueur de Liverpool blessé. Le milieu de terrain guinéen qui joue en Premier League, Naby Keïta, sera au moins 2 mois sur la touche à cause d'une blessure à un adducteur qui le rend donc très incertain pour la Coupe d'Afrique des Nations du 21 juin au 19 juillet prochain. C'est ce qu'a annoncé son entraîneur Jürgen Klopp ce vendredi. Le joueur s'était blessé après une vingtaine de minutes de jeu mercredi à Barcelone lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Un match perdu donc par les Reds 3-0. Et pour terminer, des nouvelles de Maradona, son club, les Dorados, accroché en finale aller de la Ligue 2. Nous sommes au Mexique. Les Dorados, entraînés par la légende du football Diego Maradona, ont fait match nul 1 but partout à domicile lors de la finale aller du championnat des divisions 2 mexicaines. C'était jeudi dernier, ce qui compromettra leur chance de monter en première division. Le match retour aura lieu dimanche prochain sur le terrain de l'Atlético San Luis, une des meilleures équipes de la saison régulière. On est groggy, c'est la réalité, mais pas KO. C'est dommage car les garçons ont fait un énorme effort, a commenté Maradona, aujourd'hui âgé de 58 ans. Il est arrivé en septembre dernier sur le banc des Dorados. Merci John. Merci Bagassi Koura Maradona, j'allais dire, qui avait joué contre le Cameroun en 1990. On va au Cameroun justement. La jacinthe d'eau est reconnue comme une plante nocive qui recouvre les lacs et les rivières et représente un danger pour les espèces aquatiques. Elle est présente dans plusieurs pays africains. Au Cameroun, notamment à Douala, un groupe d'artistes a décidé d'aider la ville à s'en débarrasser en utilisant dans la fabrication d'œuvres d'art novatrices. C'est un reportage de Thierry Kaoré. Ounoké Jean-Marie fait partie des artistes qui ont trouvé ce moyen novateur de transformer la jacinthe d'eau en œuvre d'art. Après la récolte, la plante est séchée. Puis,
Il applique les branches sur une toile afin de créer ses œuvres sous la forme de paysages ou d'animaux. L'artiste affirme n'avoir utilisé que de la jacinthe d'eau afin d'avoir une finition naturelle. Il a également une autre raison. Je travaille avec la jacinthe tout juste parce que on sous-entend qu'il n'y a pas la peinture aujourd'hui. Hein? Donc il faut travailler avec la jacinthe. Si le blanc ne fabrique pas la peinture, on ne peut pas voir certaines choses à la maison. La jacinthe d'eau reste une herbe nuisible et tenace dans divers pays africains. Ces grandes fleurs violettes forment un tapis flottant qui étouffe la vie marine et réduit la population de poissons. Depuis que cette plante s'installe dans les eaux, on a moins de poissons parce que les poissons fuient. Bon, maintenant, on a décidé de les récolter, mais ça devient en même temps un ange maintenant. L'idée est si noble qu'un programme a même été initié et propose des cours aux personnes souhaitant apprendre à créer des œuvres à partir de la jacinthe d'eau. Et les enfants sont les premiers à s'y intéresser. Je suis venue ici là pour apprendre comment utiliser la jacinthe d'eau parce que la jacinthe n'est pas une bonne plante, elle chasse les poissons. Cette plante continue d'étouffer les masses d'eau dans divers pays comme l'Ouganda, le Kenya, le Nigeria et la Tanzanie. Les écologistes plaident pour des moyens plus forts permettant d'éliminer ces herbes ou tout simplement de les transformer en objets d'art. Plus que quelques jours et ce sera le Ramadan et beaucoup s'y préparent déjà. Le Ramadan, c'est aussi l'occasion pour Dania Al-Awal, une Jordanienne, de réaliser un vieux rêve et parvenir à satisfaire les besoins de sa famille. Basée à Amman, elle se prépare pour une période prospère pour son projet vieux de 2 ans. Elle compte vendre près de 1000 lanternes dans un petit atelier produisant des décorations sur le thème du Ramadan. Elle n'a pas eu la chance d'étudier le design d'intérieur à l'université, cependant, mais elle a réussi à s'installer à son propre compte dans l'atelier de garage de sa maison où elle fabrique des lanternes, des croissants et d'autres sortes de décorations lumineuses qui sont devenues une source de joie pour les gens pendant le mois de juin. Le Ramadan qui devrait commencer, si je ne m'abuse, lundi 5. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellent week-end à tous.